Bonjour mesdames et messieurs, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission hebdomadaire Indice, votre référence sur le monde des chiffres, sur le monde de l'économie égyptienne. Justement, aujourd'hui, c'est une édition tout à fait très spéciale, tout à fait consacrée à un thème très important. Il s'agit de la coopération économique, des investissements même égypto-arabes dans notre continent africain. Quels sont les espoirs, quels sont les obstacles sur le terrain? C'est ce qu'on va savoir en fait à travers les analyses de nos invités durant les prochaines minutes. Justement, je dois même vous proposer les grands thèmes, par exemple, quels sont les domaines prometteurs au sein de l'Afrique pour les investissements égyptiens, pour les investissements arabes, quelles sont les garanties qui peuvent être présentées de la part des pays africains afin d'encourager de plus en plus les investisseurs arabes à arriver à doper plus d'investissements, plus de fonds au sein des économies africaines. Comment l'Égypte peut être considérée comme un lien fort, un trait d'union entre les Africains et les Arabes dans le domaine de l'investissement? C'est ce qu'on va savoir durant les prochaines minutes, encore une fois, à travers, premièrement, les explications d'un consultant économique, d'un économiste de renommée internationale, un économiste tchadien, bien sûr, mon frère tchadien, M. Adam Madela. Vous êtes toujours le bienvenu sur NAL TV International. Merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Je remercie cette invitation. Merci encore une fois et très rapidement. Bien sûr, il y a une volonté politique de la part des Égyptiens notamment et de la part des Arabes en général pour doper plus d'investissements sur le terrain, mais toujours, si je peux dire, il y a des obstacles, il y a des défis. Donc, comment vous proposez, ou plutôt, comment vous trouvez de tels défis et comment vous proposez les mécanismes à travers lesquels nous pouvons surmonter de tels obstacles? En fait, pour commencer, l'Égypte, au-delà de la perception que l'Égypte, comme étant un leader naturel du monde arabe et actuellement du monde africain aussi, parce qu'il tire sa légitimité grâce à son histoire politique, économique. Monsieur Adam, est-ce que vous pouvez hausser votre voix un peu plus? D'accord. Vous m'entendez? Oui. D'accord. Je disais qu'au-delà de la perception de l'Égypte comme étant un pays leader dans le monde arabe et qui joue aussi sur la scène internationale en ce moment, notamment en Afrique, qui tire sa légitimité grâce à son histoire politique, économique et culturelle. En ce moment, l'Égypte fait beaucoup d'efforts pour consolider justement ses relations économiques avec les pays africains et ça, on le voit notamment par la visite l'année dernière et l'année d'avant du président de Qatar ici qui a fait une tournée africaine en passant par le Tchad par exemple, la Tanzanie, le Rwanda et le Gabon, et qui a échangé avec ses homologues africains sur la coopération économique et aussi la liste, bien entendu, la liste antiterroriste. Mais plutôt, c'était une opération de solution pour développer les investissements égyptiens en Afrique. C'est une opération qui a vraiment porté ses fruits. Et aujourd'hui, les relations bilatérales entre le Tchad et l'Égypte se consolident plus que jamais. Oui. Toujours, je vous écoute. Je vais savoir votre explication en ce qui concerne, bien sûr, les défis qui se trouvent sur le terrain et comment nous pouvons les surmonter. Bon, la première des choses, c'est de casser les stéréotypes entre nos pays. Connaître un peu plus les opportunités qu'il y a, se diriger plus vers l'Afrique et travailler dans une coopération sud-sud. Disons que par exemple l'Égypte elle-même a été par exemple était axée dans sa coopération avec la France avant, notamment la plupart des pays africains étaient aussi orientés vers l'Europe.
Le Tchad, par exemple, est orienté vers la France, vers la Chine, vers les Émirats arabes unis et vers d'autres pays. Maintenant, je pense que la voie est ouverte pour les pays arabes. Le Tchad a organisé en fin 2018 un forum qui était intitulé Tchad Monde Arabe. Justement, l'objectif de ce forum, c'était de mettre en place toute une série de mesures pour faciliter les investissements au Tchad dans des domaines qui sont porteurs et faciliter l'accès à nos frères arabes pour venir investir au Tchad et développer une coopération sud-sud plutôt que ce soit une coopération Occident-Orient. Oui. Et donc, d'après votre explication, il s'avère qu'il y a deux éléments très importants. Premièrement, il n'y a pas des informations ou des données bien claires, bien proposées, notamment pour les Arabes, pour les Égyptiens, en ce qui concerne les domaines prometteurs au sein de l'Afrique en général, au Tchad par exemple en particulier. D'autre part, comment nous pouvons briser de tels stéréotypes? L'Égypte a bien commencé à augmenter, si vous voulez, ses échanges commerciaux avec l'Afrique. Je pense que pour l'année prochaine, les échanges commerciaux avec l'Afrique vont passer de 2% à 4%. Et pour donner un peu de chiffres, on parle à peu près de 3,5 milliards de dollars de marchandises avec le reste du continent. Ce chiffre-là va en croissance depuis 2018. Le commerce africain était encore fortement dominé par des pays étrangers comme la Chine, comme l'Inde ou comme la Turquie. Maintenant, les mesures qui sont prises soit par des gouvernements africains et notamment le gouvernement tchadien, par exemple, pour faciliter l'accès aux investissements, ou bien les démarches qui sont entreprises par les autorités égyptiennes pour faciliter l'économie et développer l'économie entre les pays africains, commence à jouer son rôle. L'Égypte a commencé, par exemple, toute une série d'accueils, par exemple, des forums économiques spéciaux dans quasiment tous les pays africains. On organise aussi des forums en Égypte pour inviter les investisseurs, pour attirer les opportunités aussi des investisseurs étrangers sur le continent. Donc tout ça, ça commence un petit peu à apporter ses fruits. Et aujourd'hui, les relations, comme je le disais tout à l'heure, sont consolidées plus que jamais. Pour vous donner juste simplement un ordre d'idée, il y a une société, la société Fabian Iso, a envoyé une mission de travail, par exemple, récemment, toute une délégation qui s'est soldée par la signature d'un protocole d'accord avec la société du syndicat des ingénieurs égyptiens, par exemple. Le ministère de l'économie a aussi dépêché une mission d'équipe. Donc, les relations commencent à se consolider de plus en plus. Et tout ça, je pense qu'on peut rentrer dans un investissement gagnant-gagnant pour les deux pays, entre le Tchad et l'Égypte. Vous parlez tout à l'heure de défis. Aujourd'hui, les mesures qui sont prises par le gouvernement tchadien, c'est pour faciliter justement, pour créer cette glace-là et faciliter l'accès. On parle par exemple par la mise en place d'un guichet unique pour créer une entreprise dans les 24 à 48 heures. Par exemple, pour mettre en place un cadre de partenariat public-privé, ce qu'on appelle PPP. D'autres mécanismes aussi pour garantir les investissements par la Banque mondiale, par le Fonds africain de garantie de coopération économique, par des compagnies d'assurance. Toutes ces mesures-là sont faites et mises en place justement pour attirer le plus d'investisseurs du monde arabe et surtout de l'Égypte, compte tenu de l'histoire que le Tchad avec l'Égypte, compte tenu de l'expertise égyptienne, compte tenu du savoir-faire égyptien qu'on peut exporter dans nos pays. Ouais. Et ça va donner du sens. Certains pays africains aussi peuvent aussi montrer leur savoir-faire dans certains domaines, notamment dans tout ce qui est mobile banking, mobile money, dans tout ce qui est télécommunications. Je pense que ce rapport-là, c'est vraiment la demande. Ouais. Deux questions. Quels sont les domaines prometteurs en Afrique en général et au Tchad par exemple en particulier? Ensuite, quand on parle des investissements égyptiens et arabes, ma deuxième question porte sur quels sont les canaux qui
qui peuvent être proposés de votre part afin de faciliter un peu plus cette coopération mutuelle? Excusez-moi. Oui. Désolé, je n'ai pas entendu la deuxième question. Ma question porte sur quels sont les canaux que vous proposez afin d'arriver à une sorte de coopération plus étroite, plus concrète entre les Arabes et les Africains dans le domaine des investissements, dans le domaine de l'économie égyptienne. Ma question plutôt cette fois-ci, c'est comment vous observez l'expérience égyptienne dans le domaine de la performance économique, notamment après 2013? D'accord. Les axes prioritaires ou les domaines d'investissement prioritaires en Afrique en général, mais en Tchad en particulier, puisqu'on parle du Tchad, c'est notamment dans l'agriculture, dans l'élevage, dans l'énergie et surtout l'énergie renouvelable. Aujourd'hui, 9% de la population a accès à l'électricité et je pense que le budget a rencontré dans les dernières décennies quasiment les mêmes problématiques. Et aujourd'hui, on peut gagner de cette expérience-là et ce savoir-faire-là. Notamment dans le domaine des infrastructures. Par exemple, il y a quelques entreprises dans le domaine du BTP et des infrastructures qui sont présentes au Tchad, qui sont des entreprises égyptiennes, pour ne pas les citer par exemple à Mokaoun et Lara, qui ont fait certains travaux ici au Tchad des dernières années. Dans le domaine des mines, dans le domaine du pétrole, tout ça, ce sont des domaines qui sont vraiment porteurs. Et l'avantage de travailler avec le Tchad, ça permet tout simplement d'investir au Tchad, mais ça permet aussi de couvrir les 6 autres pays voisins avec le Tchad, notamment le Cameroun, le Centrafrique, le Niger, le Nigeria, le Soudan. Donc tous ces pays-là ont accès aussi avec le Tchad. Donc les investissements égyptiens vont ouvrir la voie vers les pays voisins. Ça, c'est pour répondre à votre première question. Ouais. La seconde question concernant les mécanismes, comme je le citais tout à l'heure, il y a énormément de mesures qui sont prises de deux côtés pour faciliter. Je vais vous donner quelques-uns, par exemple, les avantages douaniers. Par exemple, aujourd'hui, certaines mesures ont été prises pour faciliter ou pour exonérer les investissements sur certaines taxes douanières. Sur des mesures pour garantir aussi le transfert des capitaux. Oui. Parce que l'une des problématiques pour les investisseurs, c'est comment garantir le transfert des capitaux. Donc il y a des mesures qui sont prises pour ça aussi, des avantages fiscaux, notamment la réduction des impôts, le taux d'impôt sur les sociétés par exemple, l'annulation carrément ou l'exonération totale de la TVA. Sur les productions exportées, par exemple, exempter les nouvelles sociétés dans le domaine de l'énergie renouvelable, dans le domaine de la transformation agricole. Tout ça, ce sont des mesures qui sont prises justement pour attirer les investisseurs arabes et les investisseurs égyptiens. Oui. Je viens en fait de vous proposer une question en ce qui concerne la performance de l'économie égyptienne. J'ai proposé cette question parce que j'ai observé une confiance de plus en plus croissante, de plus en plus sérieuse, très importante, très considérable même, de la part des Africains à l'égard des Égyptiens quand on parle de l'économie, quand on parle du développement inclusif et ainsi de suite. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de votre remarque en ce qui concerne l'économie égyptienne durant les dernières années? Je sais que vous êtes premièrement un partisan même de comment encourager les Égyptiens, les Arabes à investir en Afrique. Et vous êtes en même temps un observateur très attentif à ce que s'est passé en Égypte durant les dernières années dans le domaine économique. Je vous écoute. En fait, il suffit tout simplement d'observer les indices internationaux et faire un constat, par exemple, le constat qui est fait par la Banque mondiale ou le FMI ou même les agences d'éducation. On voit très bien que l'économie égyptienne est en état d'amélioration constante et puis c'est l'une des plus prometteuses de la région. Par exemple, l'Égypte a fait un bond en se positionnant, par exemple, sur les principaux segments.
Par exemple, le 52e rang, si je ne me trompe pas, dans la catégorie des infrastructures. Elle a progressé de 20 rangs sur tout ce qui est institution pour équiper la 82e place. Et aujourd'hui, le chiffre d'affaires réalisé du PIB du pays est en croissance depuis les 10 dernières années. Les domaines qui sont porteurs en Égypte, c'est le domaine des TIC, donc le domaine de la construction, le domaine des infrastructures, le domaine de l'énergie, où elle est passée par exemple de 145e place en 2005 pour se retrouver à 77e en 2020. Tout ça, ce sont des indicateurs de performance. Si on prend par exemple le domaine de l'infrastructure, plusieurs centaines de millions de dollars d'investissement dans l'infrastructure, avec des infrastructures par exemple routières en 2019 qui a avoisiné à peu près les 500 millions. Donc on parle plutôt de 5 à 6 milliards de dollars en développement en chemin de fer. Tout ça, ce sont des indices qui montrent une seule chose, la stabilité et la croissance économique d'un pays comme l'Égypte. Donc il serait dommage de se diriger vers d'autres pays alors que l'Égypte a cette expertise-là qui peut être bénéfique non seulement pour le monde arabe, mais aussi pour les pays africains. Donc cette expertise, c'est bien prouvé, c'est bien montré sur le terrain. C'est pourquoi vous avez fait appel à de telles expériences égyptiennes, à de telles expertises égyptiennes dans le domaine de développement, dans le domaine de la performance, de la bonne performance économique, n'est-ce pas? Bien entendu, tout à fait. Oui. Donc, Monsieur Adam. D'autant plus qu'aujourd'hui, si on prend le domaine des télécommunications, l'Égypte dispose des infrastructures très solides en télécommunications, quasiment avec 36% de son réseau qui est en fibre optique. Elle se positionne carrément en deuxième pays au monde en matière de câbles maritimes, avec 18 câbles, par exemple, au total sur plus de 160 000 km qui relient l'Égypte avec le reste du monde. Dans ce domaine-là, on n'a pas besoin d'aller chercher très loin. L'Égypte est un pays voisin, même si on n'a pas de frontière directe, mais soit par le Soudan, soit par la Libye. On peut utiliser ces infrastructures-là qui existent pour développer notre réseau de télécommunications. Et bien sûr, donc même. Je disais tout à l'heure, tous les projets faramineux que l'Égypte a construits les 10 dernières années, qui avoisinent les 45 milliards de dollars qui devraient s'achever d'ici 2022. Donc tout ça, ce sont des exemples palpables, concrets, qui montrent la constance et la croissance constante de l'économie égyptienne et du savoir-faire égyptien qu'on peut bénéficier en tant que pays africain, pays voisin. Oui. Monsieur Adam Medela, je dois vous remercier infiniment pour de telles explications. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup encore une fois pour de telles explications. Donc, chers téléspectateurs, un moment après ça, on va bien sûr essayer de contacter un autre invité. Chers téléspectateurs, actuellement nous avons eu un autre appel téléphonique de la part d'une femme qui a la main dans les affaires africaines du point de vue économique. Il s'agit de Madame Docteur Roda Yassa. C'est la présidente de l'Union des femmes investisseurs arabes. Docteur Roda Yassa, vous êtes toujours la bienvenue. Et bonsoir. Bonsoir, merci. Merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de la TV internationale. Et ma première question porte sur, oui, bien sûr, nous avons cette volonté politique égyptienne en ce qui concerne l'encouragement des investisseurs et du secteur privé égyptien en Afrique. Mais il y a toujours des obstacles sur le terrain. Et donc, quels sont ces obstacles et comment nous pouvons surmonter de tels obstacles? Sûrement, il y a beaucoup d'obstacles, on ne peut pas les nier, mais en même temps, il y a aussi beaucoup d'opportunités. Les obstacles essentiels qui existent sont numéro 1, c'est la sécurité. Oui. Numéro 2, c'est le savoir. On n'a pas assez de connaissances sur le niveau des bénéfices qu'on peut avoir dans l'Afrique et des demandes desquelles eux en ont besoin.
Il faut qu'il y ait plus de médias, il faut qu'il y ait plus d'avertissements de leur part pour nous expliquer et nous proposer toutes les opportunités qu'ils ont et en même temps les facilités de plusieurs choses. Les facilités qu'ils offrent pour l'investissement, les facilités de transport de l'argent entre les pays, la sécurité sur les projets, le retour du bénéfice sur l'investissement, c'est après combien d'années sur chaque projet, qu'il y ait des études claires et nettes sur les études sur les projets présentés de leur part. Ouais. Mais pas des choses en général, mais il faut qu'il y ait des études concrètes. Oui. Donc, vous souffrez d'un manque d'informations, d'un manque de données, d'un manque d'une forte exposition en ce qui concerne les opportunités et les domaines prometteurs au sein de l'Afrique. Exactement. Oui. Quels sont donc les mécanismes que vous proposez afin de surmonter de tels défis, par exemple? Moi, je propose que la chose la plus importante, vous savez, le proverbe qui dit quand on voit quelque chose, voir les choses, ça donne la sécurité. Et enfin, il faut voir, aller, partir vers ces pays-là, organiser des trips ou bien des voyages mutuels et des croisières mutuelles dans lesquelles on peut découvrir les facilités, le pays, les projets, les opportunités qu'ils offrent. Ça peut être par les contacts directs entre hommes d'affaires, mais il faut qu'il y ait aussi la volonté politique qui donne le support pour ce genre de voyage et ce genre d'investissement. Il faut qu'il y ait un support politique des présidents des deux pays, où ils vont faire ce genre de travail. Oui, donc vous proposez des visites d'exploration sur le terrain. Il faut explorer la situation. Oui. Autre question. Comment vous trouvez, par exemple, la position des investisseurs arabes et égyptiens envers les marchés africains? Est-ce qu'ils sont vraiment prêts pour faire une percée au sein de ces marchés africains? Il faut avouer une chose très urgente. L'investisseur, c'est l'argent. On l'a mis là où on est sûr du résultat de ce genre d'investissement. Le jour que les investisseurs seront complètement confiés, ils ont de la confiance assez, ils savent comment ils vont mettre leur argent, où ils vont la mettre, et quel est le retour sur cet investissement, et quels sont le genre de projets, à ce moment-là, je pense, tout le monde sera tout à fait prêt. Et puis, il y a une chose qui dit toujours, high risk, high benefit, low risk, low benefit. Ça, c'est vrai, un grand risque, il apporte un grand retour. Mais ça doit être un risque étudié, pas un risque ouvert. Les hommes d'affaires ne rentrent pas en général dans des risques qui ne sont pas étudiés. C'est pour ça qu'il faut avoir des études assez profondes présentées par les gouvernements de ces pays-là africains. Mais pour l'histoire de la volonté des Égyptiens et des Arabes, je trouve qu'elle y est, parce qu'on voit déjà que ce monde africain, ils ont beaucoup de demandes et c'est un grand marché qui vraiment nous intéresse d'y être. Très intéressés à aller vers l'Afrique, mais on veut un peu de détails, on veut des études. Mais pour l'idée d'être, précis, et bien avoir la volonté, oui, la volonté y est, et elle y est bien forte et bien dirigée vers l'Afrique. Oui, mais permettez-moi encore une fois de vous proposer cette question. Quelle est la différence entre nous, en tant que, par exemple, Arabes ou Égyptiens, et les autres nationalités, comme, par exemple, les Chinois? Et en même temps, il y a une remarque tout à fait importante. Les Marocains, les Libanais sont là, vraiment, au sein de l'Afrique, au sein de l'économie, des économies africaines. Pourquoi les Égyptiens n'avaient pas la même présence? Je pense que c'est plutôt... on est aujourd'hui là-bas et on est intéressé. Je pense que ça, c'est parce que l'initiative que notre président a prise vers l'Afrique, après sa présidence pour le monde africain l'année passée,
et tous les projets qu'il a proposés et tous les efforts qu'il fait vers l'Afrique. Et là où les Égyptiens suivent après lui, ont commencé à découvrir l'Afrique, là où on était bien loin il y a plus que 30 ans passés. C'est la nouvelle direction politique de notre président Abdel Fattah el-Sisi qui nous a ouvert les yeux et la lumière vers l'Afrique. Oui. Docteur Hoda Ayass, merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part. Merci. De rien, merci à vous. Merci. Au revoir, Madame Hoda Ayass, notre grande économiste, femme d'affaires, présidente de l'Union des femmes investisseurs arabes. Donc, c'était tout pour cette édition, chers téléspectateurs, et il ne me reste que vous dire à la prochaine. Au revoir.